j'envoie une offre d'emploi à quelqu'un. Comment je sais, moi, est-ce qu'il a envoyé son CV à l'employeur? Je ne vais pas l'appeler. Où tu vas faire? Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé dans les médias, la règle de la radiation en cas de plusieurs refus non justifiés ne serait pas appliquée. Pôle emploi serait donc en quelque sorte hors la loi. C'est l'organisme qui gère les chômeurs, qui les aide à retrouver un travail. Cette année, Pôle emploi accompagne plus de 3 millions de demandeurs d'emploi. 1 million de plus qu'il y a 5 ans, au moment de sa création. Pour faire face à cette vague, Pôle emploi a recruté en 2012 1000 CDD d'1 an, appelés en renfort sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et 2000 nouveaux postes sous la présidence de François Hollande. Comment sont-ils sélectionnés? Comment sont-ils formés? Nous nous sommes infiltrés pendant plusieurs semaines au cœur d'une agence. Loin des discours officiels, nous avons découvert la réalité du quotidien des conseillers Pôle emploi. Notre job, comme vous l'avez dit, c'est de reclasser les gens. Et c'est pas de répondre à leurs besoins, mais à leurs attentes. Des conseillers en sous-effectif chronique. Personne s'en occupe, on n'est pas assez. Nous, on est à terre dans le guidon du matin au soir. Des conseillers confrontés à la détresse. Ne pleurez pas, madame, pleurez pas. Qu'est-ce que vous mettez dans cet état-là? Vous soufflez, il y a toujours une solution. Et parfois à la violence. L'année dernière, on a eu une collègue qui s'est pris un coup dans la tronche, un autre qui s'est pris un extincteur dans la figure. Enfin, on avait des agressions assez folklore. Des agents écrasés par la bureaucratie. T'as l'impression que t'es un numéro sur un dossier et qu'ils s'en foutent. Plus de 3 millions de chômeurs à gérer. Avec quel succès? Avec quels échecs? Plongé dans le quotidien d'un conseiller au cœur de Pôle emploi. Nous commençons notre enquête en février 2012, en demandant une autorisation officielle de tournage. À cette époque, Pôle emploi lance une vague d'embauche de 1000 CDD d'1 an. Nous demandons à suivre leur travail. Nous formulons plusieurs demandes. Alors, petit 1, nous voudrions filmer comment on sélectionne quelqu'un qui postule à Pôle emploi. Deuxièmement, nous souhaiterions suivre la formation d'un conseiller. Et troisièmement, suivre un conseiller en agence dans son quotidien. Moi, je vais voir comment on peut s'organiser. C'est très compliqué pour nous, ce genre de grandes demandes. Il arrive que ce soit long. Tout ça, j'essaie de revenir vers vous rapidement. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Parallèlement à cette demande, une autre journaliste essaie de se faire embaucher comme conseillère. Elle rédige un CV où elle met en avant les études de gestion qu'elle a suivies. Et, pour augmenter ses chances d'embauche, elle booste ce CV. Elle a été stagiaire quelques jours en agence d'intérim. Elle enjolive l'expérience et prétend avoir exercé le métier de conseillère en intérim pendant 4 mois. Elle postule sur Internet, appelle des dizaines de responsables d'agence, contacte les directions régionales et finit par obtenir un entretien de sélection. Elle se rend dans l'Est de la France. Elle a rendez-vous avec un responsable régional des ressources humaines. La journaliste candidate s'équipe d'une caméra cachée afin de filmer l'entretien. Bonjour. Enchantée, Alors, Merci. Merci bien. Aucune question sur le CV de l'infiltré. Aucune vérification. Après une courte discussion sur l'histoire de Pôle emploi, fruit de la fusion en 2008 entre l'ANPE et les ACDIC, le recruteur va la tester. Il lui propose un jeu de rôle. Donc ça, parfait. Petite mise en situation plus intéressante. Vous êtes vous-même conseillère à Pôle emploi. Vous rencontrez une jeune femme de 35 ans qui exerce le métier d'infirmière depuis maintenant 10 ans. Elle se retrouve sans emploi et ça tombe bien puisqu'elle ne veut plus faire infirmière. Pourquoi? Elle travaille la nuit, elle travaille le week-end. Elle voit des choses pas super sympas dans son boulot et elle vient d'avoir un petit boulot en plus, donc elle s'est dit c'était le moment jamais de changer. Et elle s'est dit qu'elle allait faire secrétaire médicale. Pourquoi secrétaire médicale? Simplement parce qu'elle est plutôt à l'aise avec l'informatique et médicale, on reste dans un secteur qu'elle maîtrise. Elle vient vous voir vous, pourquoi? Parce qu'elle voudrait juste une formation, afin de mettre un peu en avance ce côté plus administratif à son CV et qu'on ne voit plus en elle simplement une infirmière.
Comment ça se passe? Est-ce que vous allez la suivre dans ce projet? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bah oui. Oui, je vais la suivre dans son projet, dans la mesure où ça me semble cohérent. Oui. Vous regardez sur le poste, vous vous rendez compte que ça fait 1 an qu'on n'a pas recruté de secrétaire médical. Bah je la mets en garde. Vous l'inscrivez, vous n'inscrivez pas? À la formation? Oui. Oui, je l'inscris. Si c'est ça qu'elle a envie de faire, je l'inscris. Eh bien non. Pourquoi? Notre job, comme vous l'avez dit, c'est de reclasser les gens. Et c'est pas de répondre à leurs besoins, ni à leurs attentes. Historiquement, si la NPE était très centrée sur le candidat, Pôle emploi se recentre avant toute chose sur le marché de l'emploi. Et c'est le marché de l'emploi qui va du coup dicter ce qu'on va mettre en place. Cette personne-là, elle est infirmière, elle veut faire secrétaire médical. Très bien. Le marché de l'emploi fait apparaître qu'il n'y a pas de poste en tant que secrétaire médical. Donc ma grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on irait investir 2 voire 3 000 euros dans une formation pour que derrière, il n'y ait pas de recrutement. Là, il va falloir la ramener à son métier d'infirmière. Et son projet, on l'écrase. Alors ça se fait pas en un entretien, ça se fait avoir 2 voire 3 entretiens. Mais pour la personne, du coup, psychologiquement, Pôle emploi, on l'a pas du tout déconseillé. On l'a pas aidé du tout. On était les grands méchants qui n'ont pas voulu dépenser 1 seul euro pour elle. Alors qu'elle, ça fait 10 ans qu'elle travaille, 10 ans qu'elle cotise. Voilà la vraie problématique d'un conseiller Pôle emploi. J'entends bien. Conseiller, mais pas dans le sens du demandeur d'emploi, dans celui du marché de l'emploi. Même s'il faut pour cela écraser un projet personnel. Dès le stade du recrutement, le ton est donné. Le conseiller Pôle emploi doit apprendre à trancher, sans affect. La journaliste infiltrée est jugée trop peu aguerrie, elle ne sera pas recrutée. Pas cette fois-ci, du moins. Car quelques jours plus tard, elle est convoquée dans le sud de la France. Elle passe plusieurs entretiens avec des directeurs d'agence à qui il manque des conseillers. Là, le problème, c'est qu'on est tellement dans l'urgence, c'est la panique. Tout était censé être bouclé. Il y a 7 ou 8 agences qui sont dans la même situation que nous. Donc, on est tous un peu sur le carreau. Voilà, parce que les choses, elles étaient censées être bouclées. Oui. Il faut donc commencer très vite. Ça tombe bien, la journaliste infiltrée est entièrement disponible. Encore une fois, personne ne vérifie l'exactitude de son CV. Elle décroche donc un CDD d'1 an, payé légèrement plus que le SMIC. Et 72 heures plus tard, c'est son premier jour d'infiltration. La jeune journaliste se présente à l'accueil de l'agence où elle va passer plusieurs semaines. Elle demande à parler à la directrice. Bonjour, Léa. Je commence aujourd'hui. D'accord. Bonjour. Voilà, je vous laisse aller. Ça va très bien, merci. Alors, dites-moi où pour je ce vous premier jour, sac à dos, on va faire le tour. Oui. Merci. La directrice l'emmène derrière l'accueil, côté bureau. Bonjour. Léa. Présentation est faite aux futurs collègues. Bonjour. Léa, enchantée. L'infiltré découvre les lieux où se déroulent les entretiens individuels. Bon ben, je vous suis. Pour cette première demi-journée, la journaliste infiltrée va être placée à l'accueil, en observation. C'est ici que se présentent tous les demandeurs d'emploi. On lui dit qu'aujourd'hui, c'est plutôt calme. Voilà, madame. On vous appelle par votre nom. Les demandes sont multiples. Des réclamations, des explications, des calculs d'indemnisation ou des demandes d'aide. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, oui, j'ai trouvé le travail, mais moi, c'est pour les déplacements, pour savoir si je ne peux pas les avoir. Pour vous aider à c'est l'aide au déplacement pour le travail, c'est ça? Ouais, j'ai pour ça 4 km. Alors, donc apparemment, vous rentrez dans les clous pour pouvoir avoir cette aide. Par contre, au niveau de la recherche d'emploi, vous dépendez de faire la demande. Hein? Au niveau de payable par nous, oui. Au niveau de l'indemnisation, c'est chez nous, parce que vous habitez dans le... Au niveau de l'aide au déplacement, voilà. Ouais, je vais aller. Voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Je vais vérifier parce que... L'homme va devoir se rendre dans une autre agence. Contrairement à ce qui apparaît dans les médias, la règle d'or du guichet unique
mesure emblématique de la création de Pôle emploi, n'est donc pas systématique. Certains chômeurs continuent à faire la navette. Voilà, monsieur, vous patientez, on va vous appeler. Merci beaucoup, de rien. Un peu plus tard, c'est la pause café. Dans un petit local dédié aux agents Pôle emploi, les conseillers discutent. Il y a du pain au chocolat. Ambiance conviviale. L'infiltré leur demande pourquoi la personne qu'elle a remplacée a dû partir si précipitamment. Elle avait un titre de séjour étudiant, donc elle ne pouvait pas travailler. Ah mince. Après, c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça. Après l'avoir embauchée, après la signature du contrat, etc. Ah oui, elle est bienvenue à Pôle emploi. Ah mince. Elle a travaillé combien de temps? Moi je l'ai vue un jour, après moi j'étais en vacances, donc Elle du coup, était je en sais pas. formation, je crois, non? Ah bah je crois oui qu'elle a su du coup quand elle était en formation, et du coup après elle est Elle a partie. dû bosser une semaine, 2 semaines. Ah mince. Elle devait commencer sa 2e semaine. Parce que du coup, donc, ils n'avaient pas le droit de l'embaucher avec un titre de séjour. Pôle emploi, spécialiste du recrutement, cafouille donc parfois dans ses propres embauches. La journée d'observation se poursuit. Cette fois-ci, l'infiltré va assister à un entretien. Tu peux venir, merci. Madame, bonjour. Donc, ma collègue est en observation. D'accord. Alors, vous avez souhaité rencontrer un conseiller sans rendez-vous pour faire le point? Oui, parce que j'ai pas à ce jour un conseiller ou conseiller à l'infiltré. Oui, c'est depuis le mois d'août. Si, vous avez une conseillère maintenant, ça y est. Madame, elle est conseillère. Donc, comme elle est en congé, c'est peut-être pour ça qu'elle vous a pas encore convoqué. Donc, peut-être qu'elle compte vous convoquer là à son retour. Hein. D'accord. Et là, en ce moment, est-ce qu'il y a des formations en bureautique? J'aimerais bien faire une petite formation parce que j'ai des notions en accès. Assistante de direction. Je suis prête à me déplacer. Alors, vous avez 2 ans d'expérience comme assistant de direction, c'est ça? 4 ans. Et on a marqué 2 ans. Non, 4 ans. Les offres auxquelles vous postulez, c'est celles que vous trouvez sur le site de Pôle emploi? Ce sont des candidatures spontanées? Sur le site de Pôle emploi et sur les autres sites, je prends l'initiative de faire des candidatures spontanées, mais pas une réponse. Ça malheureusement, après voilà, ça c'est vrai que le problème des employeurs, c'est que beaucoup, c'est vrai, ne donnent pas de suite. Même si c'est négatif, ils ne répondent pas. Pôle emploi, à chaque fois, il m'envoie des offres, des trentaines, quarantaines d'offres, dans le département de 92-94, du côté de Paris, du côté de... c'est dans le nord, franchement. Et pourquoi? Est-ce qu'on a précisé? Peut-être qu'on a... Oui, j'ai précisé. C'est pas trompé, on a peut-être mis que vous étiez mobile. Non, il y a marqué 30 km. Oui. Voilà, c'est pour remplir un vide, moi, je pense. Un rendez-vous ordinaire, mais beaucoup à dire ou à redire. 7 mois sans conseiller attitré et celui récemment nommé est déjà en congé. Des informations qui sont erronées sur son expérience professionnelle. Et enfin, des offres qui lui sont envoyées pour des postes situés à plusieurs centaines de kilomètres de là. La chômeuse a de quoi être sceptique sur l'aide de Pôle emploi. Pourtant, elle repart satisfaite. Merci, vous aussi. Elle devrait pouvoir obtenir ce qu'elle demande, une formation en bureautique. Je peux me mettre avec vous? Il y a quelqu'un ici? Merci. C'est la pause déjeuner. L'infiltré se joint aux autres conseillers et sympathise avec plusieurs. Notamment avec son voisin de droite. Donc je vais voir. Ça fait combien de temps là que tu es en CDD? Ça fera combien de temps? 2 ans. Non, on l'a regardé hier. Je suis là depuis 2 ans. On l'a regardé. Toi, quand ils t'ont recruté, ils t'ont dit quoi? Moi, vous êtes là pour 1 an. D'accord. Ben, moi, c'est clair. Parce que toi, ils t'ont dit quoi? Moi, c'était on nous intègre pour dans la perspective de travailler pour Pôle emploi. C'était en 2010. Quand tu rentrais, tu faisais espérer ça, on peut dire carrément, mais tu pouvais avoir l'illusion. Tu pouvais continuer. 2 ans de contrat et pas d'embauche à la clé. Il finit à la fin du mois, son avenir est incertain. Ces chômeurs pourraient-ils se douter que la précarité touche parfois aussi leurs propres conseillers?
Quelques jours ont passé. L'infiltré se rend compte que, sous le calme apparent du quotidien, se déroule une course désespérée après le temps. La semaine type d'un conseiller est organisée par demi-journée. Un planning décidé à l'avance par la direction. Il y a une demi-journée accueil. Une demi-journée réception des personnes sans rendez-vous. Demi-journée inscription de nouveaux chômeurs. Demi-journée permanence téléphonique. Demi-journée règlement de dossiers en cours, etc., etc. Au final, à cause de cette gestion incompressible du flux, il ne reste à chaque conseiller qu'une et une seule demi-journée de disponible par semaine pour recevoir ses propres chômeurs, c'est-à-dire ceux dont il est le référent attitré, ceux à qui il doit trouver un travail. Une demi-journée seulement pour assurer ce que Pôle emploi appelle le SMP, le suivi mensuel personnalisé. Ça va venir là. Et à chaque fois, donc, t'en rencontres 4-5 dans ta matinée? Il y en a toutes les demi-heures, donc je sais pas combien on a aujourd'hui. Ouais, donc de 9h à midi, on a 6 a priori. Il y en a, je vais te dire ça. Je sais même pas combien il y en a. L'infiltré l'interroge alors sur la taille maximale d'un portefeuille. Le portefeuille, c'est le nombre de demandeurs d'emploi attribués à un conseiller. Parce que vous ne devez pas dépasser combien par... combien est-ce qu'on est... Je sais pas. Combien ils sont les portefeuilles maxi ici? 150 140 Ouais, 140, 150 maximum. Voilà. Voilà. Petit calcul mental. 6 personnes reçues par matinée. Une matinée par semaine, donc 4 matinées par mois. 6 x 4, 24. On a donc ici, en moyenne, 24 personnes qui sont reçues par leur conseiller en suivi mensuel. Mais il y en a 150. Que fait le conseiller des 126 autres? L'infiltré demande ce qu'il advient de ces chômeurs-là. Tu peux pas les recevoir. Et donc concrètement, c'est plus un rendez-vous tous les mois et demi, c'est ça? Une fois tous les 4 mois. Une fois tous les... Parce que je croyais que les rendez-vous, c'était tous les mois. Logiquement, c'est tous les mois. Ouais. Mais quand tu as 4 plages de réception convoquées, 150 ou 180 personnes, tu peux pas. Sachant que la plage de réception, c'est de 8h30 à, en général, midi. Nous découvrons ici que le suivi mensuel peut avoir lieu en réalité tous les 4 mois, faute d'effectifs suffisants. Mais l'infiltré n'est pas au bout de ses surprises. L'agent lui dit que ces chômeurs-là, qui sont convoqués tous les 4 mois, ce sont les chanceux de l'histoire. Car eux, au moins, sont convoqués. Ils ont un conseiller. Ce n'est pas le cas de tous les demandeurs d'emploi. En fait, ici, on en a plus de 600 qui ne sont pas affectés. Parce que sinon, ça veut dire qu'on a des portefeuilles à 200, quoi, pour certains. Et donc ils sont... un portefeuille des chefs d'équipe qui sont en attente d'affectation. Eux, ils n'ont pas de conseiller fixe. Non. Non, parce que les tailles de portefeuille sont trop gros. Alors 600 personnes sur près de 5000 ici seraient donc sans conseiller attitré. Ou plus exactement, 600 personnes seraient donc affectées au portefeuille d'une chef d'équipe, portefeuille fantôme en quelque sorte, puisque la chef d'équipe, par définition de sa fonction, ne reçoit personne. La révélation semble tellement incroyable que l'infiltré va saisir le premier prétexte pour aller voir un autre conseiller dans le bureau d'à côté. Elle profite de sa situation de jeune CDD fraîchement arrivé pour se faire confirmer l'information. Que dans l'agence, il y a un grand nombre de DE qui ne sont pas encore affectés à un portefeuille. Je connais plus les chiffres. Je sais plus si c'est... Il y en a 800. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui s'en occupe? Comment ça se passe? Personne. Personne s'en occupe, on n'est pas assez. Nous, on a déjà 130, 150 en portefeuille. Parce que 130, c'est ceux que j'ai à convoquer. J'en ai beaucoup plus à avoir, à gérer en fait. L'un des responsables de l'agence interrompt la conversation. Monsieur le Président, comment va-t-on? Ça va, mais je suis en train de... Est-il au courant de ces pratiques? Oh que oui. Il va même faire une autre révélation à notre jeune infiltré. Dans ce portefeuille fantôme, on ne place pas seulement les derniers chômeurs inscrits en attente d'un conseiller,
on y met aussi les chômeurs jugés incasables. Ces gens-là, il vaut mieux les mettre dans un portefeuille tampon, on va dire. Ce portefeuille, tous les 2 ou 3 mois, on imprime des listes et on le suit à distance, d'accord, pour pouvoir mettre du sang neuf dans les portefeuilles des conseillers et que là, bon, on ait des chances de réussir des placements, de faire des... Parce que c'est évident, bon, maintenant, elle est candide, Léa, mais quand elle va avoir un portefeuille et qu'elle va commencer à suivre les gens, elle va s'apercevoir qu'il y en a qui sont incasables. Oui, je suis un peu candide pour le coup. Mais c'est bien. Je laisse. Hein. Bon, allez, là, je vous abandonne. Bon. Des portefeuilles tampons, où l'on place les chômeurs en perdition. Autrement dit, ceux qui auraient le plus besoin de l'aide d'un conseiller. Ces pratiques sont-elles spécifiques à cette agence ou couramment répandues? Retour à la rédaction. 3 mois ont passé depuis la première demande de tournage pour suivre le quotidien d'un conseiller. Nous nous rappelons une nouvelle fois au bon souvenir du service de presse. Bonjour monsieur, Dorothée Cochard, à l'agence CAPA. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Je vais bien. J'ai pas de mauvaises ni de bonnes nouvelles, j'ai surtout pas de nouvelles. D'accord, mais est-ce que là vous pensez que ça va aboutir ou pas? Je ne peux pas vous le dire, j'espère. Je vais renvoyer un petit mail à toutes les personnes que j'ai sollicitées pour avoir des retours précis jeudi. Comme ça, je pourrai vous donner plus d'infos. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle jeudi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Il nous faudra donc encore patienter pour décrocher un tournage officiel. Mais nous allons découvrir par nous-mêmes que le problème des portefeuilles saturés concerne bien l'ensemble des agences Pôle emploi, et pas seulement celle de notre infiltration. Cela apparaît clairement dans un rapport d'information. Un rapport émis dès juillet 2011 par le Sénat. On peut y lire que le suivi mensuel personnalisé n'est plus toujours mensuel, ni toujours personnalisé, à cause de la taille des portefeuilles de demandeurs d'emploi. Un peu plus loin, le rapport évoque la situation d'extrême tension subie par certains agents et souligne qu'un conseiller sur 3 suit plus de 130 demandeurs d'emploi. C'était donc en 2011. Aujourd'hui, un conseiller suit en moyenne plus de 161 demandeurs d'emploi. Autrement dit, la charge de travail s'est considérablement alourdie. Retour dans notre agence. Plusieurs jours ont passé. La journaliste infiltrée assiste ce matin aux entretiens sans rendez-vous. Bonjour madame. On traite les problèmes qui n'ont pas été résolus à l'accueil et qui ne relèvent pas toujours de Pôle emploi. Cette conseillère, par exemple, va devoir faire preuve de doigté pour pouvoir aider au mieux la femme qui se présente avec ses 3 enfants. Voilà, et donc je vous écoute, c'est pourquoi? En fait, moi je suis en formation, j'ai commencé lundi passé, au CAP pâtisserie. CAP pâtisserie, oui. Voilà, et de c'est avril au ça. 15 février 2013. Voilà, Oui. c'est ça. Vous percevez quoi aujourd'hui? Rien vers ça, oui. En fait, j'ai un souci, je parlais à la direction et tout. Mon problème, que les petits, j'arrive pas à m'organiser. Voilà, donc, franchement, je m'angoisse. Il m'a appelé le formateur, il m'a dit si je viens pas, donc la maman demain. Vous êtes seule vos enfants, madame? Non, je suis avec mon mari, mais il est parti. Donc, juste. En fait, je suis tellement perdue. Il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit que si je viens pas, donc demain, il m'a dit, donc je suis radiée, je viens plus et tout. Donc, voilà, c'est quoi le problème? C'est pour la semaine ou c'est Non, c'est où ton petit frère? Excusez-moi, madame. En fait, non, c'est pour le matin, parce que moi je commence à 8h30. Oui, je suis le matin, le soir. Et le soir après l'école.
Voilà, juste, et le mercredi. Votre mari travaille, s'est déplacé, où il est parti? Il est parti chercher un travail, en fait. Il est pas... Pleurez pas, madame, pleurez pas. Il y a des choses plus graves dans la vie. Vous êtes là, vous avez vos enfants, il y a des choses... Franchement, je suis fatiguée. Je sais bien, pas que ça, mais franchement... Vous avez déjà suffisamment de travail, vos 3 enfants, si vous mettez dans ces états-là. Alors écoutez, voilà, moi en ce qui concerne Pôle emploi, malheureusement, il n'y a pas d'aide pour aller en formation. Maintenant, vous êtes bénéficiaire du RSA. Peut-être qu'avec le conseil général... Donc La femme n'est pas ponctuelle à sa formation. Elle a besoin de faire garder ses enfants. Mais, comme elle n'est pas mère célibataire, elle n'a pas le droit à l'aide de Pôle emploi. L'entretien pourrait s'arrêter là, mais la conseillère ne baisse pas les bras. Elle va se démener pour trouver une autre aide possible. Excusez-moi, madame, franchement, parce que je sais pas... C'est surtout pour vous. Je vais me fâcher parce que je vais expliquer pourquoi. Il y a des messieurs qui font des travaux. Si je vous laissez, maman, elle a fait le souci. Hein. Parce que je peux vous rester ça, j'en ai pas pour longtemps. D'accord? Je vais appeler ma collègue du conseil général pour lui demander si éventuellement il y a quelque chose. Tu as mangé. On va te déranger, tu as un rendez-vous. T'es en congé? Ben excuse-moi, je vais te poser une question. Je crois que tu étais au boulot. Bon. Je peux te la poser quand même? Une personne qui est bénéficiaire du RSA. Elle essaie de décrocher une aide auprès du conseil général et elle obtient pour la femme un entretien bienveillant pour le lendemain. Bon, elle était en congé. Hein. Donc, elle va vous recevoir. Demain, vous allez l'appeler, ma collègue. Peut-être que le conseil général peut peut-être vous aider, justement, par rapport à tout ça. D'accord? Vous soufflez, il y a toujours une solution. Hein. Allez, merci. Allez, au revoir, les enfants. Au revoir, madame. Au revoir. Les rendez-vous s'enchaînent. L'infiltré découvre que la profession du conseiller requiert du savoir-faire et de la patience. Dans l'heure qui suit, elle va devoir répondre aux questions de ce chômeur sur les pièces nécessaires pour constituer son dossier. Informer celui-ci sur ses droits individuels à la formation. Expliquer les procédures pour le financement d'un permis de conduire. Donc vous savez comment ça se passe, hein. Je vous donne le dossier, vous l'emmenez à l'auto-école, vous repartez... Parfois, plus simplement, expliquer aux chômeurs que pour avoir accès aux offres de travail, il est utile de consulter le site internet de Pôle emploi. Et voilà, donc j'en viens aussi à ça, monsieur. Donc vous faites des démarches, très bien, mais vous ne consultez pas le site de Pôle emploi, vous ne le consultez pas. Jamais travaillé avec ça Pôle emploi. Vous pouvez venir consulter un peu les offres, ça vous donnera à regarder. Aujourd'hui, je vous en sors une. C'est peut-être pas grand-chose, mais peut-être, voilà, on sait pas. Merci, c'est gentil à tous les cas. Je vous en prie. Merci, au revoir. Autant de chômeurs, autant de problèmes à traiter, autant de cas à savoir gérer. Le lendemain, à l'accueil, un homme se présente. Il ne comprend pas pourquoi son épouse a été radiée de ses droits. J'ai ramené le justificatif et tout. Et là, on consulte son truc. C'est radié, c'est pas normal. Sa femme ne se serait pas présentée à une convocation et n'aurait pas justifié son absence. Pour Pôle emploi, c'est synonyme de radiation. Sauf que le mari affirme ne jamais avoir reçu de convocation. Donc, vous pouvez vérifier, on n'a jamais raté ces rendez-vous. La conseillère opte pour une solution à l'amiable. La femme va retrouver ses droits. La journaliste infiltrée apprendra plus tard que Pôle emploi n'a plus les moyens d'envoyer ses convocations en recommandé. En cas de contestation, il n'y a donc pas de preuve que la convocation a bien été reçue. C'est pour cela qu'en cas de réclamation, comme ici, les conseillers ont pour consigne d'être cléments. Et vous allez écrire derrière un petit mot en disant qu'effectivement vous ne l'aviez pas reçu. Et après, je donnerai au service concerné pour qu'ils abandonnent la procédure. D'accord? Je vous laisse le faire dans la salle, comme ça on prend les personnes de derrière. La femme ne sera donc pas radiée. Mais l'infiltré s'interroge. Dans quelles circonstances doit-on radier un chômeur de Pôle emploi? Une autre conseillère lui explique qu'il y a 2 cas principaux. Quand le chômeur ne se présente pas à une convocation sans excuse valable, ou bien quand le chômeur refuse plusieurs offres de travail qui lui correspondent. C'est la loi votée au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. L'infiltré pose alors le cas de la femme de la veille avec ses 3 enfants. Si on lui propose des emplois et qu'elle les refuse parce qu'ingérable avec la garde de ses enfants, est-ce qu'on doit la radier?
L'infiltré est loin de se douter que cette question technique va soulever un loup. Tu l'as radié parce qu'il n'y a pas de moyen de garder. Tu l'as carrément poursuivi. Parce qu'au bout de 3 offres proposées et refusées. C'est inapplicable. Comment c'est pas appliqué? Pas appliqué. C'est inapplicable. C'est pourtant une loi qui est passée. Mais elle n'est pas appliquée. Elle n'a jamais été appliquée à Pôle emploi. Nulle part. Écoute, moi j'ai Mais comment ça se fait? de France, c'est pas appliqué et ici c'est pas appliqué. Pourquoi? Pas concrètement. Comment tu veux appliquer ça? J'envoie une offre d'emploi à quelqu'un. Comment je sais moi qu'il a envoyé son CV à l'employeur? J'en sais rien. Parce que l'employeur, ils ne te font pas forcément des retours. Il y en a qui sont sérieux et qui te disent voilà, j'en ai reçu tant. Il y en a d'autres. Il faut toujours courir pour donc c'est compliqué. Donc comment je sais qu'il a été jusqu'au bout de la démarche? Je ne vais pas l'appeler. Où tu vas faire? C'est inapplicable. Inapplicable. Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé dans les médias, la règle de la radiation en cas de plusieurs refus non justifiés ne serait pas appliquée. Pôle emploi serait donc en quelque sorte hors la loi. Bonjour, tu fermes la porte? Oui. L'infiltré saisit le premier prétexte pour demander confirmation à la directrice de ce qu'on lui affirme. Ce n'est pas applicable. C'est une loi qui est mal pensée. Faut être honnête. Et qui nous demandait, nous, des moyens logistiques ahurissants, quoi. C'est archiver 4000 entretiens par mois, tous les mois, enfin, je les mets où? Je m'assois dessus au bout d'un moment, on était tous dans cet état-là, quoi. C'est une loi qui était inapplicable d'un point de vue logistique, pur et dur. Et ça voulait dire qu'on radiait les gens à tour de bras en leur disant, bah tant pis, hein, vous étiez à 50 km de chez vous, il faut élargir le périmètre. Ah non, mais moi, je comprends tout à fait. Je veux bien, mais sur un moment, donc je dirais même pas que c'est les gens qui l'ont refusé, parce qu'un service public, il refuse pas une loi, quoi. Il s'y plie, après, il en pense ce qu'il veut, mais il applique, hein. Mais là, c'est qu'en plus, il n'y a pas la capacité de faire, quoi. Loi inapplicable, loi inappliquée. Selon la directrice, on ne radierait donc pas les chômeurs qui refusent plusieurs offres d'emploi. L'une des mesures phares de Pôle emploi serait donc un mirage. Joyeux anniversaire! Ce matin-là, l'ambiance est au beau fixe. 28 ans, tu les fais pas. Je t'aurais donné 38 ans. Non! Petit à petit, on joue le clan des vieilles. Après la pause, l'infiltrée est appelée pour sa première mission opérationnelle. Il y a quelques jours, elle a appris que les conseillers n'avaient pas le temps de rencontrer chaque mois chacun des chômeurs qu'ils sont censés rencontrer. Cette conseillère lui explique que, à la place de ces entretiens de visu, on réalise souvent des entretiens téléphoniques qui prennent moins de temps. On appelle cela le PAE téléphonique. Sauf que l'infiltré va vite se rendre compte que ce suivi téléphonique n'en est pas vraiment un. Oui, parce qu'il y a un accompagnement, mais... Parce que tu vas voir, ils vont pas tous décrocher. Ouais. Tu rappelles 2-3 fois, quand tu n'arrives pas à les joindre, ou tu fais je n'arrive pas à vous joindre, ou... Mais donc on saisit pas de PAE si on n'arrive pas à les joindre. Tu saisis un PAE si tu arrives à le joindre. Et tu saisis quand même un PAE si tu n'arrives pas à le joindre. Ce qu'explique la conseillère, c'est que l'important est de noter dans le dossier informatique qu'on a passé le coup de fil, que l'on ait joint le chômeur ou pas importe peu. L'obligation de contact mensuel, sur le papier du moins, est remplie, même si en réalité le chômeur n'a pas répondu à l'appel. Mais la conseillère va faire une autre confidence à la journaliste infiltrée. Il n'est pas rare qu'un conseiller, pris par le temps, remplisse ces fameux PAE sans même décrocher son téléphone. Tu vois qu'elle, elle n'a pas appelé du tout. Tu vois, ça se fait. Pour justement... Elle a saisi un PAE sans passer un coup de fil. Quoi. Ah ouais? Ah mais t'es obligé. La réalité fait que t'es obligé. Tu te rends compte que ça c'est peu? Tu te rends compte que moi, quand on va te les donner dans la réalité, tu vas voir, t'as vu ceux de janvier, février, mars, tout ça, à faire en une semaine des fois. Ou à faire avec ton planning. Tu peux pas. Donc ça, et ce qu'ils font, ils font CTRL-C, copier. Ils changent de dossier, CTRL-V, ils valident. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Tu fais ça. T'es obligé.
Tu vas le voir, tu vas appeler les 10 premiers. Sur les 10, il n'y en a que 2 qui te répondent, tu vas en avoir marre, après tu vas faire ça. T'es obligé. Et tout le monde sait, ça se fait, tout le monde le fait ça. L'infiltré s'exécute et comprend vite la lourdeur de la tâche. Bonjour Léa, à l'agence Pôle emploi. Faire le point avec un chômeur prend du temps. Je me permets de vous appeler pour faire un petit point sur votre situation. Au moins une demi-heure, sans compter le temps passé à écrire la synthèse de l'entretien. Il faut donc compter en tout près d'1 heure par personne jointe. Sur les 15 noms qui lui sont confiés, la journaliste infiltrée réussira à en joindre 6 et passera la journée entière à cette tâche. 6 personnes en une journée de travail. Un conseiller serait ici censé en joindre 126 en 2-3 journées. C'est approximativement le temps qui lui est laissé chaque mois dans son planning. La conseillère manifestement avait raison, même avec la meilleure volonté du monde. La tâche est impossible. Le lendemain, retour aux entretiens. Alors, dites-moi, nous on a l'inscription comme chauffeur-livreur, et c'est ça. Problème, le CV n'est pas à jour. Le CV, il faudrait qu'on le refasse. En fait, le chômeur a besoin d'une aide appuyée pour décrocher un emploi. Sa conseillère va lui faire une proposition. On va regarder les autres, mais je pense que ce qui serait bien quand même, c'est que vous ayez un accompagnement à la recherche d'emploi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se voit. Sauf que j'ai beaucoup de monde, je ne pourrais pas forcément vous voir autant que besoin. Et donc, on a des accompagnements, des gens qui vont vous aider à rechercher les autres. Éventuellement, vous préparer pour des entretiens d'embauche et des choses comme ça. Ça vous intéresserait, ça? Oui, bien sûr. L'infiltré découvre que, depuis 5 ans, le conseiller Pôle emploi a la possibilité de diriger les chômeurs vers des prestataires privés. Bon à toutes, merci. Quelques heures plus tard, elle en discute avec un autre collègue qui lui explique le principe des conseillers privés. Selon lui, ils font tout ce que le conseiller Pôle emploi n'a pas le temps de faire. Autrement dit, si le conseiller Pôle emploi est un coach, le prestataire est un coach privé. En fait, ils font ce que nous on doit faire. Donc, travailler sur les CV, sur la motivation, sur les lettres de motivation, sur les entretiens, les postures. Mais le conseiller va lui faire une confidence, une sorte de conseil de vieux routier à la nouvelle recrue. Ces prestations ont un gros avantage. Elles soulagent le conseiller Pôle emploi, car quand un chômeur est géré par un prestataire privé, il n'apparaît plus comme actif dans le portefeuille du conseiller Pôle emploi. Autrement dit, une personne de moins à gérer. Avec d'autres. Je vais te prendre avec toi pour les faire sortir de ton portefeuille. Tu les envoies en prestation. Ça nous coûte? Ça nous coûte des sous. En fait, on sous-traite. Ça nous coûte quoi? 600 €. Il y a la prestation de 3 mois. Là. Ça coûte 600 € par emploi. Ouais. Quoi qu'il arrive, alors moi, ma femme, elle a été demandeuse d'emploi. Elle a bénéficié de prestations comme ça. Elle est tombée sur un prestataire foireux. C'est ce qu'elle faisait faire. Il faisait émarger. Quand le prestataire est bon, qu'il apporte une plus-value, je dis ok. Mais quand le mec il te fait émarger, il te fait partir il te dit c'est bon, allez, vous pouvez partir, pour moi c'est de l'escroquerie tout ça. Escroquerie, ou plutôt tromperie sur la marchandise. Certaines aides aux chômeurs, sous-traitées, ne seraient donc pas toujours à la hauteur. S'agit-il ici d'exemples exceptionnels, ou bien cela serait-il généralisé? Nous cherchons à joindre le directeur d'une de ces agences de prestations. Il accepte de monter à Paris pour nous parler de la réalité des prestations pour Pôle emploi. Mais il ne veut pas témoigner. Nous enregistrons donc l'entretien en caméra cachée. Il nous explique que Pôle emploi a resserré les budgets tout en multipliant les exigences. Et c'est écrit noir sur blanc dans le dernier cahier des charges. Un document confidentiel que nous avons réussi à nous procurer par ailleurs. Il y est stipulé que le prestataire est censé assurer aux chômeurs une rencontre au moins une fois tous les 5 jours ouvrés, d'une durée d'au minimum 1 heure, des contacts téléphoniques ou par mail, des recherches documentaires, etc., etc. Bref,
il faut faire encore plus qu'à Pôle emploi, mais pour moins cher. Ils ont installé effectivement des cahiers des charges sur les prestations qui étaient démentielles, qui étaient intenables. Donc j'avais proposé un prix X, qui était un prix avec une petite marge. Au moment de la négociation, on avait parlé à monsieur c'est beaucoup trop cher, il faut baisser votre prix. J'étais en train de regarder, je suis transparent, je vous donne mes coûts. J'ai dit bon, je vais encore faire un effort pour rester sur ce marché, etc. Je propose un prix inférieur à mon seuil de rentabilité. Et in fine, ils ont acheté 15 à 20% de moins que le prix inférieur à mon seuil de rentabilité. Donc c'est impossible, c'est impossible. Et comment ils font les autres? Ils ne respectent pas le cahier des charges. Donc c'est pousse au crime. Selon lui, les budgets seraient donc tellement serrés que les prestataires seraient tentés de tricher, soit en inventant des entretiens avec les chômeurs qui n'ont pas lieu, soit en dégradant la qualité de ces entretiens. Mais comment prouver ce qu'il affirme? Nous allons obtenir confirmation de ces pratiques en joignant l'un de ses conseillers privés qui accompagne les chômeurs envoyés par Pôle emploi. Allô? Monsieur? Oui. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Il nous dit qu'il a 2 fois plus de chômeurs à gérer qu'il y a 3 ans. Et il nous le confirme, ce n'est pas sans conséquence sur la qualité de ses prestations. Elles sont moins qualitatives que ce qu'on faisait avant, puisqu'on est plutôt dans les traitements de masse. Et ça signifie quoi concrètement, le traitement de masse? Plus de collectifs alors qu'on faisait plus d'individuels avant. On arrive à faire du low cost. C'est-à-dire du low cost? De l'accompagnement beaucoup moins qualitatif qu'on le faisait avant. Par exemple? Moins de rendez-vous, moins de temps avec un candidat. Quand je fais des accueils, quand j'accueille les gens, je les vois une demi-heure. Ou là, auparavant, vous les voyez? On les voyait une bonne heure. Je les vois une demi-heure et je leur fais signer un papier d'adhésion et on est dans le traitement administratif pur et simple. Des prestations low cost, des prestations groupées, des prestations plus courtes, parfois des prestations fictives, bref, des sous-traitants qui eux aussi sont pressurisés et qui ne semblent pas plus performants que Pôle emploi. Retour à notre infiltration. Ça fait maintenant près d'1 mois que notre journaliste partage à leur insu le quotidien des conseillers Pôle emploi. Et une petite mise au point matinale va attirer son attention. Le briefing par un des responsables de l'agence d'un nouvel agent de sécurité. S'il y a quelque chose, globalement, si vous voyez que ça vire mal, rapidement vous intervenez. Mais globalement, si jamais on veut que vous interveniez pas, on vous fait signe. On en a 1 ou 2 qui sont bien allumés, mais qui font mal à personne. Ils font beaucoup de bruit, ils boivent, ils prennent un verre, ils vont à la fontaine, et bon, c'est tout. Ok. De toute manière, dans ce bureau, il y a toujours un responsable. Donc s'il y a quoi que ce soit, il est là. Tout à fait. Ça va. Ok. Pourquoi un agent de sécurité? Y a-t-il souvent des agressions? L'infiltré, jusqu'ici, a certes assisté à quelques altercations, mais jamais bien violentes. Elle va trouver réponse auprès d'une conseillère qui lui apprend qu'il existe un formulaire à remplir dès qu'un agent est victime d'une agression. Et que ce n'est pas si rare que cela. Et c'est grâce à ces fiches d'agression qu'on a eu maintenant à l'accueil. L'année dernière, on n'en avait pas. Mais du coup, l'année dernière, on a eu une collègue qui s'est pris un coupon dans la tronche, un autre qui s'est pris un extincteur dans la figure. Enfin, on avait des agressions assez folklore. Des conditions de travail de plus en plus tendues. Des agents qui se disent débordés. Et surtout qui ne se sentent pas reconnus dans leur travail. C'est du moins ce que va lui expliquer ce conseiller. Il dit que cela fait 6 ans qu'il réclame une augmentation. En vain. Cette année, j'ai demandé une augmentation. Ils étaient d'accord, eux. On a filé, sauf que c'est parti au RH. Et les RH ont décidé de ne pas m'augmenter. Donc en fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu bosses.
On ne te donne pas, tu bosses pas. On ne te donne pas, qu'est-ce qu'on fait? On travaille ou on travaille pas? Tu vois? Le conseiller est bien amer et, pour tout dire, démotivé. Sur la liste. Monsieur vient d'arriver, il avait rendez-vous à 9h. Il est 9h37. 40 minutes de retard. Il pourrait refuser de recevoir le chômeur en entretien. On n'a que lui à recevoir. Non, mais, bon, même irrité, le conseiller est bonne patte. Non, c'est bon, je vais. Voilà. Non, rien. Alors, pourquoi vous êtes arrivé en retard? J'ai fait ça à 9h30. Ouais. Je me suis pointé à 9h30. D'accord. Vous avez un CV? Non. Au niveau de votre dossier, donc agent de sécurité, 7 ans d'expérience, vous avez? L'homme est maître chien, mais il n'a pas de carte professionnelle et il n'a pas de permis de conduire. Le conseiller va tout de même lui chercher des offres d'emploi qui lui correspondent. Alors, j'en ai une dans le... Agent de sécurité cynophile, vous avez toujours votre chien? Oui. Tenez, alors, il faut envoyer votre mail ici. Oui. Ok? Ok. Voilà. Merci, monsieur. Allez, bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur, au revoir. La journée des confidences n'est pas finie. Bonjour. Forme super. Bon week-end? Oui, très bien. Dans l'après-midi, l'infiltré retrouve le conseiller en CDD depuis 2 ans, avec qui elle avait sympathisé au déjeuner. Lui aussi a le moral dans les chaussettes. Il vient d'apprendre que Pôle emploi lui faisait un tout dernier contrat de 2 mois. Un contrat pour lui donner le temps de se retourner, d'aller voir ailleurs. Pôle emploi ne veut pas l'embaucher. 2 ans d'efforts pour rien. T'as l'impression que t'es un numéro sur un dossier et qu'eux, ils s'en foutent. Tu pourrais travailler n'importe comment. C'est pareil. Toi, t'as aucun retour sur ton investissement à toi. Non, pas de plan de carrière possible, pas de retour, voilà. Je trouve ça aberrant. Autrement dit, au moment où Pôle emploi embauche 1000 CDD d'1 an, comme notre infiltré, Pôle emploi se sépare de certains CDD déjà formés et opérationnels. Tu vois, moi j'ai travaillé dans plusieurs structures, dans le public, le privé. Je ne pensais pas que ça se passe comme ça ici, quoi, tu vois. Je comprends qu'il y ait des gens qui se suicident, prendre télécom, tout ça. C'est arrivé dans la région récemment? Ici, il n'y en a pas eu récemment, mais il y a des tentatives. Il y a 2 ans, ça arrive des fois. Et puis quelqu'un qui était en attente? Non, il n'était pas un CDD, c'était un titulaire, parce qu'il y a aussi une pression. Là, je te parle des CDD, mais sur les titulaires, c'est pas évident, parce qu'eux, ils sont de moins en moins. Ils demandent du soutien, ils demandent qu'il y ait plus de monde, parce qu'ils sont saturés, ils n'en peuvent plus. Comme maintenant, un arrêt maladie qui craque. Il y en a beaucoup? Ah, de plus en plus. Selon une étude récente, 71% des agents Pôle emploi se disent sous tension. Quant au nombre de tentatives de suicide par an, il n'existe aucune statistique officielle. Nous partons en province. Nous avons rendez-vous avec une conseillère qui a tenté de se suicider il y a quelques mois. Elle tient à garder l'anonymat, pas encore remise de son histoire. Elle se dit broyée par la machine Pôle emploi. Elle était en CDD au moment de la fusion. Elle s'est retrouvée titularisée, sans formation suffisante pour tenir le rythme de travail. Ce qui était problématique, c'est qu'en fait, je ne savais pas faire. Il aurait fallu que j'ai du temps pour travailler, pour reprendre la théorie, la travailler ou pour qu'on me la réexplique. Or ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il faut produire. Parfois, je pouvais être en difficulté sur un dossier. Je me disais, c'est pas très grave. Je suis en difficulté sur ce dossier. Je vais mettre de côté cette question et je vais la retravailler. Sauf que le temps pour la retravailler, on l'a jamais. Chaque jour, les conseillers sont sous pression. Chaque jour. Pour toutes les tâches. Et il n'y a plus aucune tâche dans laquelle un conseiller va pouvoir calmement exercer son travail. Ça n'existe plus. Il y a toujours cette urgence qui, du coup, effectivement, est paniquante. Quand je savais que j'allais être en réception publique, je paniquais 4 jours avant.
Donc j'ai commencé à perdre du poids, à pas dormir. Je commençais à pleurer le dimanche soir chez moi. Le trajet du lundi matin sur mon lieu de travail, la dernière année, ne s'est jamais fait sans pleurer. C'était vraiment difficile. Je me sentais vraiment minable, vraiment incapable. L'humain n'est pas pris en compte chez Pôle emploi. Et je ne crois pas plus quand il est demandeur d'emploi que quand il est conseiller. Nous arrivons à la fin de notre infiltration. La journaliste prétexte une embauche imprévue ailleurs pour mettre un terme à son contrat. Mais avant de partir, elle pose une dernière question à ses collègues, une question essentielle. À combien de chômeurs trouve-t-il un emploi chaque mois? C'est dur à quantifier le nombre de personnes qui retrouvent un emploi, ça, des trous. Ouais, tu peux pas... Mais tu sais qui est sorti de ton portefeuille, donc bonjour. Ça va? Après, ils sont pas forcément sortis. Ça va bien, merci. Pour un emploi, ils sont sortis. Et donc ça, tu sais pas pourquoi ils sont sortis? Il n'y en a pas réellement de retour de personnes qu'on va donc tu ne sais pas qui, au mois de mars, de ton portefeuille ou du vôtre, on peut pas savoir qui a retrouvé du travail. On n'a pas le temps de se poser ce genre de questions. Nous, on est à la tête dans le guidon du matin au soir. Quand tu poses la question, ça ne vous gêne pas. Je le pose en termes de... je bosse, mais je n'ai pas d'incidence de mon travail. C'est ça, si j'ai bien compris. Ça, c'est une question qu'on s'est posée au début, quand on est arrivé, en se disant, bon, je suis des gens, ça serait bien de savoir qui c'est qui a trouvé du boulot, parce que ça te permet d'avoir une reconnaissance de ton travail. Ça, clairement, on est là. Pas de reconnaissance du travail, le nez dans le guidon. Et donc aucune idée de qui, parmi les demandeurs d'emploi que l'on suit, a trouvé du travail. La direction de Pôle emploi est-elle au courant de toutes ces défaillances, de ces portefeuilles tampons, de ces appels qu'on ne passe pas, de ces piètres prestations, de cette navigation à vue? Presque 4 mois ont passé depuis notre première demande d'autorisation de tournage. Et nous obtenons enfin une réponse. Bonjour. Est-ce que je vous dérange? Vite, parce qu'aujourd'hui c'est une journée très très compliquée, mais allez-y, allez-y. Alors je fais vite, pardon, je reviens à la charge. Mais bien sûr, vous avez raison. Est-ce qu'on a une chance d'avoir, oui ou non, la sélection pour devenir conseiller Pôle emploi? Non, ça non. Est-ce qu'on a une chance, oui ou non, d'avoir la formation d'un agent conseiller Pôle emploi? Non. Est-ce qu'on a, oui ou non, une chance de suivre un agent Pôle emploi conseiller dans son quotidien, dans une agence? Non. Eh ben, décidément. Ouais. Il n'y a rien de possible. Là, ça bloque en ce moment, mais je pense que ça va se détendre à la rentrée. Le gouvernement sera installé, les nominations partout auront été faites, ce sera un peu plus détendu. Bien, écoutez, merci quand même d'avoir tenté. Mais de rien. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur. Confirmation que Pôle emploi est éminemment politique et que les questions les plus factuelles mettraient mal à l'aise la direction. Pourtant, nous avons la preuve que la direction connaît parfaitement l'ampleur des dysfonctionnements de son institution. Nous nous sommes procuré un audit interne, un audit confidentiel remis en mars 2012 à l'actuelle direction de Pôle emploi. Cet audit identifie une trentaine de risques de dysfonctionnement fréquents et leur attribue un coefficient de gravité. Ceux jugés les plus graves sont l'insuffisance de ressources et des moyens matériels, l'insatisfaction des clients, l'absence de pilotage de l'activité, l'absence de pilotage des prestataires. Et la synthèse de l'audit est sans appel. La direction de l'audit interne constate que Pôle emploi n'a pas atteint le niveau de maturité nécessaire quant à la mise en œuvre d'un accompagnement efficient des demandeurs d'emploi.
la direction connaît tout des dysfonctionnements de son institution. Huit mois ont passé depuis notre infiltration. Changement de majorité. Mes chers compatriotes, fidèle à une belle tradition, François Hollande est élu président de la République. Mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année. Et dans ses vœux à la nation, le premier combat politique qu'il désigne, c'est le combat contre le chômage. Particulièrement grave. Avec une crise historique, un chômage qui progresse implacablement depuis près de 2 ans. En août 2012, la France a passé le seuil des 3 millions de chômeurs. Depuis, chaque mois, ils sont plusieurs dizaines de milliers à franchir pour la première fois les portes de Pôle emploi. Devant cette nouvelle vague d'inscriptions, Michel Sapin, le ministre du Travail, annonce l'augmentation des effectifs de Pôle emploi. 2000 embauches en CDI, auxquelles s'ajouteront 2000 agents redéployés en interne sur des postes de conseillers. Et Pôle emploi revoit sa stratégie d'accompagnement. C'est la fin du suivi mensuel personnalisé, systématique, qui était impossible à tenir. Dorénavant, seuls les chômeurs les plus en difficulté seront suivis de près dans des portefeuilles réduits de 70 personnes par conseiller. Selon le gouvernement, ces mesures sont les plus importantes jamais lancées pour améliorer le fonctionnement de Pôle emploi. Mais ces mesures sont-elles efficaces? Pour le savoir, 5 mois après l'annonce de ces mesures, nous décidons de retourner à Pôle emploi avec un objectif ciblé. Bonjour, Léa. Répondre à 2 questions. Enchantée. Qu'est-ce qui a changé en 5 mois? Et les mesures du gouvernement sont-elles efficaces? Impossible d'intégrer la même agence, nous arrivons donc dans une autre, située également dans le sud de la France. Comme la première fois, l'infiltrée s'est fait embaucher comme conseillère en CDD. Dès le premier jour d'infiltration, la journaliste assiste à une réunion d'équipe. Ça va, ouais. Je vais caler un peu, je t'ai obligé de me décaler pour y aller. Oh, la bonne époque qu'on pouvait fumer dans l'agence. Elle va découvrir l'ampleur de la hausse du chômage à l'échelle de l'agence. Alors on commence par le premier point là, sur les chiffres du mois. En termes de EID, on en bouffe en ce moment. Pas inquiétant. Les EID, ce sont les entretiens d'inscription des nouveaux chômeurs. C'est vrai qu'on a un flux d'inscription qui n'arrête pas. Honnêtement, enfin, je pensais que ça allait un peu se tasser à la rentrée, octobre, quoi que ce soit, mais on est toujours à 12. Même le chef d'équipe s'étonne de l'envolée du chômage. Sur octobre, on était à 612 inscriptions, on a plus 24% par rapport à septembre, et on est à plus 18% d'une année sur l'autre. On était à 18% de chômeurs en plus en un an. 24% en seulement un mois. Moi, j'en ai fini. Les mesures du gouvernement sont-elles efficaces pour faire face à la situation? Merci. Notre infiltré va interroger le directeur de l'agence. Est-ce que, selon lui, ces 2000 recrutements sont suffisants? C'est un gonflement des effectifs, mais bon, on aurait besoin encore de plus du double. Comment ça? Au niveau de la charge de travail, je veux dire, même à l'heure actuelle, ce qui est envisagé pour aller même jusqu'à 2015, je veux dire, ce sera difficilement tenable. Je veux dire, il n'y a pas les effectifs suffisants pour faire face à la demande, quoi. Donc c'est 2000 embauches, c'est... On dit qu'il fallait pratiquement, je veux dire, doubler pratiquement les effectifs de Pôle emploi pour arriver à répondre à l'offre de service que l'on propose, je veux dire. Mais je vous ai rien dit. Selon ce directeur d'agence, les 2000 CDI seraient donc très insuffisants. La journaliste infiltrée l'interroge alors sur le cas particulier de son agence. A-t-il profité de la hausse d'effectifs annoncée? Vous avez récupéré, vous, des CDI ici, dans cette agence-là? Deux personnes, ouais. Ça a soulagé un peu les équipes? Non. Non. Pôle emploi a une convention collective monstrueuse. Ouais, qui fait que, par exemple ici, moi j'ai pas pu choisir. J'ai eu des gens qui venaient d'autres régions, qui voulaient bien sûr descendre du nord pour venir dans le sud. Voilà. Et vous récupérez des gens qui sont pas conseillés en plus pour ce type de poste, quoi. Et vous ne pouvez rien dire. Oui. 2 personnes supplémentaires, mais que le directeur n'a pas choisies.
qui sont d'anciens agents assédiques, qui ne sont pas encore qualifiés pour le poste de conseiller, donc pas opérationnels, et qu'il va falloir former. L'infiltré s'intéresse maintenant à la deuxième grande mesure, la fin du suivi mensuel systématique. Est-ce que cela a allégé la tâche quotidienne des conseillers? Est-ce que la mise en place de portefeuilles réduits de 70 personnes est efficace? Le directeur nous explique que le système n'est pas encore installé. Mensuel personnalisé, ça va soulager un peu les agents ou... On espère, mais en fait, ça va se traduire par quoi? Ces fameux portefeuilles de 70 personnes, c'est pas exponentiel, je veux dire. Sur une agence comme combien on va en avoir? Si on en a un ou deux, ce sera pas mal. Et tout le reste, il faudra faire entrer dans les autres cases. Je comprends pas. Mais, tout simplement, si vous prenez un conseiller pour 70 personnes, ici on a 4000 demandeurs d'emploi. Faites vite le calcul, hein, ce sera pas possible. On verra. Et donc comment est-ce que ça pourrait se passer concrètement du coup? Eh ben, on prendra vraiment ceux qui en ont le plus besoin. Et vous voyez, ça restreint la marge pour certains, c'est toujours pareil. Il y a des demandeurs qui resteront un petit peu au banc. C'est évident. Et là, par manque de moyens. Autrement dit, la bonne idée de mettre en place des portefeuilles limités à 70 personnes ne serait pas si bonne que cela. D'abord parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tous les chômeurs qui en auraient besoin. Ensuite parce que si on diminue le nombre de chômeurs dans le portefeuille de certains conseillers, on augmente mécaniquement le nombre de chômeurs dans celui des autres, à moins d'accroître considérablement les effectifs, ce qui n'est pas à l'ordre du jour. C'est la fin de notre mission. 5 mois après avoir été annoncée, la grande réorganisation n'est pas encore mise en place, pas dans cette agence tout du moins. Et il semble bien qu'ici les changements annoncés ne soient pas satisfaisants. Les 2 postes supplémentaires ne compenseraient pas les besoins de l'agence, sans compter que ces 2 postes sont pourvus par des personnes qui ne sont pas opérationnelles. Juste avant de partir, nous discutons avec une conseillère qui nous apprend que ces nominations, justement, font des remous. C'est vrai que la politique est vraiment... c'est sûr, c'est soigné. Parce qu'au même moment, on se sépare d'un CDD d'1 an qui, lui, était opérationnel. Plusieurs salariés ont même signé une lettre de protestation. En vain. On est effectivement dans une démarche d'intégration et en fait d'intégration durable pour les DE, et puis on n'est même pas capable d'avoir ce type de démarche nous pour nos propres salariés. Donc je ne peux pas déconner. Non, mais c'est... Un cas qui, selon nos sources, est loin d'être isolé. Nous avons recontacté le CDD de notre première infiltration, celui à qui Pôle emploi avait fait miroiter un CDI. Après 4 contrats et presque 2 ans de bons et loyaux services, il est aujourd'hui chômeur.